Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 3 de notre podcast Tranche de couple. Nous sommes Max et Guillaume et nous sommes vraiment ravis de vous retrouver en cette rentrée de septembre 2021. Épisode qu'on a choisi d'intituler « Bouge de là », vous allez voir très vite pourquoi. Alors si c'est la première fois que vous écoutez notre podcast, c'est possible, alors bienvenue à vous. Si c'est pas la première fois, welcome back. Bienvenue back. Alors, on rappelle qu'on diffuse un épisode le lundi tous les 15 jours, et puis entre-temps, vous pouvez retrouver des news et puis les liens pour creuser les sujets qu'on a développés dans les épisodes sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours tranche de couple, comme le nom du podcast, donc 2 comme le chiffre 2. Et vous pouvez aussi nous envoyer un message par email sur tranchedecouple@gmail.com. Faites-nous signe, ça nous fera plaisir. Et pour terminer cette introduction, on compte toujours sur vous pour vous abonner au podcast, le faire connaître autour de vous, par exemple en partageant cet épisode sur vos réseaux sociaux ou en nous mettant une note. Et comme toujours, si vous le pouvez, comme je le disais, mettez une note ou un commentaire sur Apple Podcast. C'est encore aujourd'hui le moyen le plus efficace pour accroître notre visibilité. Un jour, on fera un petit décompte de là d'où viennent nos auditeurs, puisque grâce à nos outils de suivi, on peut savoir que vous venez d'un peu partout dans le monde. Effectivement, on pourra faire ça, tout à fait. Alors Max, bouge de là, c'est un peu le premier sujet pas très drôle, mais qui a occupé une partie de l'été. Tu vas nous parler de l'Afghanistan et de Kaboul. Exactement, je vais vous parler de la chute de Kaboul qui a conduit à une situation tout à fait dramatique ces dernières semaines en Afghanistan. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Alors comme nous, le 15 août dernier, vous avez peut-être pris conscience qu'une situation terrible se déroulait en Afghanistan avec la prise soudaine de Kaboul par les talibans et une véritable débâcle des Occidentaux qui se sont vus obligés de monter dans l'urgence des opérations d'évacuation de leurs ressortissants ainsi que de milliers de citoyens afghans ou d'autres nationalités qui fuyaient le nouveau régime. Alors, il y a d'abord eu beaucoup de confusion car le monde entier semblait avoir été pris par surprise, ce qui paraît quand même un petit peu étonnant en première approche. Alors du coup, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait revenir avec vous sur ce qui a conduit les talibans à prendre aussi rapidement Kaboul et à précipiter le départ des Occidentaux, en se basant sur un article fort intéressant du Washington Post qui a été publié ce week-end. On vous le mettra bien sûr, comme on l'a dit, en lien sur nos comptes Facebook et Twitter. Alors, pour l'historique, ça fait 20 ans qu'une coalition menée par les États-Unis est impliquée en Afghanistan, ça vous le saviez. Le désengagement d'Afghanistan avait été formellement décidé en 2021 par le président américain Joe Biden, parce que pour des raisons de politique intérieure, il souhaitait que toutes les troupes américaines soient rentrées au pays le 11 septembre, la date du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, qui, vous vous en souviendrez peut-être, avait conduit à ce déploiement en Afghanistan. Alors en avril dernier, l'OTAN, qui faisait partie de la coalition engagée en Afghanistan, avait pas eu d'autre choix que de formellement décider de la fin de son opération, puisque malgré les réticences de certains alliés, il était difficile d'aller à l'encontre des États-Unis ou de penser remplacer les troupes américaines. Et bien sûr, l'idée de certains pays était qu'un départ si rapide risquait de conduire au retour des talibans à très court terme et mettrait à bas les efforts importants qui ont été déployés ces 20 dernières années pour soutenir le développement du pays. Il y en a qui mènent non manifestement, les services secrets avaient vu les choses un peu en avance. Alors, il était effectivement prévu que les Occidentaux se désengagent, et ça serait du coup au gouvernement afghan et à ses forces de sécurité et de défense, qui avaient été formées et équipées par la coalition pendant 20 ans, d'assurer la sécurité du pays face aux talibans, ce qu'ils apparaissaient en première approche résolus à faire. Alors, bien sûr, personne ne pensait vraiment qu'il était très réaliste que le gouvernement arrive à tenir le pays seul face aux talibans, puisque le soutien financier et militaire de la coalition était absolument essentiel. Et leur mission était plutôt qu'ils arrivent à tenir à peu près 6 mois, ce qui laissait en fait le temps à tout le monde de partir, et puis ensuite qu'ils laissent la place à un gouvernement d'union nationale, de coalition qui intégrerait des talibans. Le scénario était jugé réaliste encore en juin dernier à Washington, et permettait que, effectivement, les Américains quittent le pays tranquillement avant que le pays s'effondre. Enfin, globalement, je vous la fais courte. Tranquillement. Et avant que le pays s'effondre.
Notez Alors, bien ces mots. Le désengagement, il était de fait en juin dernier déjà bien avancé, puisque début juillet, on avait à peu près 90% des forces américaines qui avaient déjà quitté le pays, et les Américains étaient ceux qui étaient le plus nombreux naturellement. Alors ce désengagement, il était parfois un peu abrupt, puisqu'on avait lu dans la presse que l'armée américaine avait quitté la base de Bagram, une base gigantesque qui est située à peu près à 1 heure et demie de route au nord de Kaboul, en coupant l'électricité en partant, et en prévenant pas les forces afghanes qui elles aussi étaient déployées sur la base, en laissant des tonnes de vie, des véhicules parfois sans les clés, souvent sans les clés, et puis des munitions et des petites armes, mais aussi près de 5000 prisonniers talibans. Alors du coup, en prévenant pas les Afghans sur place, c'est un petit peu moyen, comme on dit. S'il était donc probable qu'à moyen terme, Kaboul soit repris par les talibans, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi rapide, notamment parce que Kaboul, c'est quand même une ville de près de 5 millions d'habitants, et donc en la défendant bien, ça pourrait quand même prendre du temps avant de récupérer l'intégralité de la ville. Et pour autant, il y a quand même eu des signes avant-coureurs que les forces gouvernementales ne seraient pas forcément à la hauteur, puisque fin juin, début juillet, ces mêmes forces gouvernementales avaient abandonné les postes frontières à la frontière avec l'Iran et le Tadjikistan, lorsque les groupes armés talibans avaient cherché à les prendre. Et puis progressivement, les talibans ont progressé dans le nord du pays et puis ailleurs, ce qui a un peu conduit une certaine inquiétude chez les Américains, qui ont recommandé au gouvernement afghan de mettre en place une stratégie qui visait non pas à défendre l'ensemble des 34 provinces du pays, mais à se concentrer en fait sur ce qui était le plus vital, et en particulier de protéger Kaboul. Alors début août, une large part des provinces afghanes, 2 douzaines, tombent aux mains des talibans. Alors à Washington, ça inquiète pas plus que ça, parce qu'on se dit que, bon, ok, ça sera peut-être pas 6 mois, mais la prise de Kaboul n'interviendra pas avant l'automne, donc suffisamment longtemps après le 11 septembre. C'est la raison pour laquelle, le 13 août, 2 jours avant la prise de Kaboul, Joe Biden part tranquillement dans sa résidence de vacances à Camp David, et le ministre des Affaires étrangères américain, lui, est déjà dans les Hamptons, un lieu de villégiature très prisé. Alors le 14 août, le samedi, Mazar-e-Sharif, qui est la 4e ville du pays, elle tombe aux mains des talibans. Et là, c'est à ce moment-là qu'on appuie sur le bouton panique. Le ministre de la Défense américain appelle à la relocalisation immédiate du personnel de l'ambassade à l'aéroport de Kaboul. Alors il faut bien voir que comme ils avaient quand même l'objectif de quitter le pays au 11 septembre, l'ambassade était déjà en mode de destruction de tous les documents sensibles. Et puis c'était quand même la plus grosse ambassade du monde, donc il y avait du boulot. Et alors là, on commence à accélérer la destruction des disques durs des ordinateurs, mais aussi par exemple des drapeaux pour éviter qu'ils soient utilisés par la propagande talibane. Le samedi soir, les États-Unis conviennent avec le président afghan qu'il va falloir trouver un deal avec les talibans pour qu'ils restent en dehors des murs de Kaboul, en contrepartie de la mise en place d'un gouvernement de transition. Cet accord est trouvé avec les leaders politiques talibans à Doha par les forces américaines. Et le dimanche 15 août au matin, à Kaboul, on apprend que dans la nuit, la ville de Jalalabad, qui est la 5e ville du pays, est elle aussi tombée. Et là, on commence un peu à paniquer. Pour autant, toujours aussi aucune consigne de renforcer les points de contrôle aux abords de Kaboul. La désorganisation du gouvernement afghan est totale. Sur la base de fausses rumeurs disant que les talibans seraient déjà en train de fouiller le palais présidentiel à sa recherche, le président afghan ainsi que plusieurs hauts responsables du gouvernement fuient le pays en toute hâte. Ce départ n'a pas été annoncé à personne, a surpris tout le monde, et il laisse la ville et le pays sans gouvernement. Et finalement, ça déboussole même les négociateurs américains et talibans à Doha, puisque les talibans disent aux Américains qu'au vu de la situation, soit l'armée américaine sécurise Kaboul, soit les États-Unis autorisent les talibans à le faire. Et comme Biden avait dit clairement qu'il fallait retirer toutes les troupes d'Afghanistan, position qui n'avait pas changé malgré la chute du gouvernement, les Américains confirment que eux, leur seule mission, c'est d'évacuer les citoyens américains, les alliés afghans et les autres qui sont à risque. Et donc, il y a un accord qui est trouvé où les talibans disent aux Américains qu'ils peuvent faire usage de l'aéroport jusqu'au 31 août. D'où la date du 31 août que vous avez entendu dans la presse. Et en parallèle, les talibans contrôlent la ville, ce qui est fait quasiment dans la foulée, puisque les talibans ne rencontrent aucun soldat ou policier quand ils investissent la ville, ce qui est quand même assez hallucinant. Et au même moment, les Kabouliers se terrent chez eux, ils cherchent comment fuir, et aussi ceux qui savent qu'ils ne pourront pas fuir, de détruire les traces de leur vie à l'occidental. Et on a notamment vu ces reportages où des jeunes femmes qui étaient dans l'équipe de football d'Afghanistan détruisaient les photos et leurs maillots pour éviter tout risque.
Et c'est à ce moment-là que commence aussi, continue le balai des hélicoptères entre l'ambassade américaine et l'aéroport dans un scénario qui rappelle d'autres évacuations qu'on a bien connues dans l'histoire, assez dramatiques. Notamment le Vietnam, avec une évacuation de l'ambassade américaine à Saigon, dans les mêmes circonstances, il y a quelques années en arrière. Exactement. Donc ça, c'est assez dramatique parce que quand même la situation, c'était quand même assez prévisible. Et une image, naturellement, qui ternira la présidence Biden, parce que c'est quand même la manière dont ça s'est déroulé, compliqué. La suite, vous la connaissez, des Européens et autres alliés des Américains qui se retrouvent désemparés dans une situation qu'ils ne maîtrisent pas, un drame humanitaire pour évacuer un maximum de personnes avant l'échéance du 31 août, et puis vendredi dernier, deux attentats qui ont provoqué la mort de 85 personnes, dont 13 soldats américains, juste à côté de l'aéroport, et des gens très jeunes, puisque les soldats américains, ils avaient entre 20 et 30 ans. Voilà, on pourrait encore parler des heures sur les évacuations et les conséquences de cette situation. Mais on va s'arrêter là. On s'était dit que ça vous donnerait une idée un peu plus claire du déroulé des événements dans les semaines et heures qui ont conduit à la chute de Kaboul. Et puis, voilà, je suis sûr que le sujet reviendra dans l'agenda parce que ça reste très compliqué, y compris sur comment est-ce qu'on gère l'exode massif des réfugiés, à la fois ceux qui ont été emmenés et puis ceux qui vont arriver illégalement et tenter de rejoindre l'Europe notamment. Voilà, Guillaume. Merci Max. Et sans transition, enfin avec quand même une petite transition par rapport au sujet actuel, moi je voudrais vous parler de Zakia Khoudadadi et de Hossein Rassouli. Qui sont ces deux personnes? Ce sont en fait deux athlètes qui devraient participer aux Jeux paralympiques de Tokyo. Mais problème, ce sont les deux seuls représentants, respectivement en taekwondo et en athlétisme, de leur pays. Et leur pays, c'est l'Afghanistan. Alors qu'ils devaient rejoindre Tokyo, Kaboul est tombé aux mains des talibans, comme Max vient de nous l'expliquer. Et ces deux athlètes ont lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux pour trouver une solution pour pouvoir sortir du pays et participer aux JO malgré tout. Alors il y a eu beaucoup d'incertitudes là autour. Ils ont d'abord été réputés être partis avec une cinquantaine d'autres athlètes à bord d'un vol pour l'Australie. Et puis hier, on a appris qu'en réalité, ils étaient partis, ils avaient été exfiltrés vers la France et ils se sont entraînés et reposés cette semaine à l'INSEP à Paris et ont finalement pu rejoindre hier 28 août Tokyo où, a priori, ils devraient prendre part à leurs compétitions respectives. C'est dans ce sombre tableau, j'ai envie de dire, une histoire qui montre qu'il y a eu quand même beaucoup de solidarité, que même si tous les pays ne sont pas encore arrivés à exfiltrer tous les Afghans qui pourraient l'être, il y a eu des petites lumières. Pourquoi je vous parle de ces deux athlètes? Parce que je voudrais aussi vous parler plus largement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, surtout, absolument, qui ont eu lieu cet été. Après un report très commenté et exceptionnel l'an dernier à cause de ce que vous savez, les JO et les Jeux Paralympiques de 2020 se déroulent finalement en 2021. Et comme l'Euro et comme d'autres compétitions sportives, et pour diverses raisons, on parle bien des Jeux Olympiques de 2020 et des Jeux Paralympiques de 2020 et non de 2021. Je pense que c'était surtout pour pas avoir à réimprimer toutes les communications qu'ils avaient faites autour. Ça peut se comprendre, puis 2020 c'est un chiffre rond, tout ça. Sans public, pour la première fois de leur histoire, ces Jeux sont l'occasion pour les sportifs de revenir à l'essence de leur sport et d'assister à des scènes assez inédites où, en fait, ce sont les équipes et les athlètes sur place de chaque pays qui supportent leurs collègues avec beaucoup d'entrain sur la piste, le tatami ou dans les bassins, sous l'œil exceptionnellement bienveillant des arbitres, pourtant normalement très attentifs à limiter les effusions dans les équipes ou parmi les proches des athlètes qui sont en compétition. Bref, je voulais donc profiter de ce podcast de rentrée pour faire un focus sur les Jeux Paralympiques. On en a déjà parlé, mais le handicap est une cause qui me tient à cœur, et même si on progresse énormément, avec notamment une couverture complète depuis les JO de Rio en 2016 par France Télévisions, soit sur l'une de ses chaînes, soit sur Internet, de l'ensemble des épreuves des Jeux Paralympiques, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la visibilité de ces Jeux, et en règle générale dans la société, la visibilité des personnes handicapées. Moi, je ne vais pas m'attaquer à ce sujet aujourd'hui, qui est un sujet trop large, mais je voulais vous expliquer un peu les Jeux Paralympiques. Comment ça marche? Alors, comme les JO, ils regroupent des sports d'été ou d'hiver, une fois tous les 2 ans, en alternance, auxquels participent des milliers d'athlètes porteurs d'un ou plusieurs handicaps différents. Tous les 4 ans, ils ont lieu à la suite des Jeux Olympiques. Ils durent une dizaine de jours, soit 4 ou 5 jours de moins que les Jeux Olympiques. Et y participent des athlètes atteints par un handicap physique, visuel ou mental. Ils sont organisés par le Comité international paralympique
Et pour la petite histoire, les athlètes atteints de surdité participent aux Deaflympics, compétition à part. De même que les athlètes atteints d'un handicap mental participaient entre 2000 et 2012 uniquement aux Jeux olympiques spéciaux qui leur étaient réservés pour des raisons de classification des handicaps. Ben oui, parce que pourquoi c'est compliqué et pourquoi c'est plus compliqué que les Jeux olympiques, c'est aussi parce qu'il y a plus de catégories. Les athlètes sont catégorisés en fonction de leur handicap. Alors, c'est pas une catégorisation forcément précise. On a, par exemple, pour le handicap visuel, quatre catégories différentes en fonction de la déficience visuelle. Alors voilà, donc l'idée étant de donner une égalité ou un traitement le plus juste possible à tous les athlètes qui y participent. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui, pour ces JO de Tokyo, 539 en tout compétitions qui vont avoir lieu dans tous les sports possibles et imaginables. La plupart des sports valides ont aussi un format pour les non-valides. On assiste à des scènes tout à fait inédites. Par exemple, il y a un archer belge qui participe en ce moment à la compétition qui tire avec ses pieds. Ben oui, il tire avec ses pieds parce que il est né sans bras et il est né avec une jambe plus petite que l'autre, mais il a appris à tirer avec ses pieds. On va le suivre un peu son parcours. Il s'agit, pour ceux qui veulent le suivre, de Piotr Van Montagu. Et puis, on a des athlètes qui participent, par exemple, Marie-Amélie Le Fur, qui a été une très très grande championne paralympique française, qui participait à ces derniers Jeux. Elle a une jambe en moins, et donc elle participe sur une jambe ressort comme d'autres à leur époque. On se souvient d'Oscar Pistorius, célèbre athlète sud-africain qui malheureusement ensuite a eu pas mal de soucis et de déboires. Bref, mais en tout cas, tout ça pour dire que tous ces athlètes qui y participent font preuve autant, sinon plus, que les athlètes valides d'un mental d'acier pour arriver là. Et je voudrais aussi souligner une catégorie particulière qui est celle des athlètes handicapés mentaux, puisqu'il y a certains handicaps mentaux qui sont aujourd'hui capables de concourir aux Jeux paralympiques. Et donc, je voudrais vous parler en particulier de Léa Ferney, une jeune personne avec un handicap lié à une malformation chromosomique et donc un léger handicap mental, qui a gagné une belle médaille d'argent en tennis de table il y a 2 jours de ça. C'est d'ailleurs à 17 ans la benjamine de l'équipe de France paralympique. Voilà, pour vous dire que tout le monde est bienvenu aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. En ce qui concerne les médailles, rapidement, la France perd régulièrement des places au tableau des médailles depuis les années 80. Pas parce que ces athlètes sont moins bons, mais parce que d'autres pays initialement qui ont moins investi dans les sports paralympiques y investissent davantage et soutiennent leurs athlètes plus qu'avant. On est passé de 43 pays se partageant les médailles en 1980 à plus de 80 pays en 2020, alors même que les Jeux ne sont pas terminés. À l'époque, en 80, la France faisait 180 médailles. On espère cette année atteindre 40 à 50 médailles. On notera qu'à mi-course, par exemple, l'Azerbaïdjan et ses 9 médailles d'or pointent au classement officiel à la 9e place, alors même que la France, qui compte 26 médailles, mais seulement 3 titres olympiques, est pour l'instant 3 titres paralympiques, pardon, n'est pour l'instant qu'à la 15e place. Et enfin, pour terminer, une histoire un petit peu autre, et puis pour nous projeter dans l'avenir, les prochains Jeux olympiques et Jeux paralympiques d'été auront lieu à Paris en 2024, et pour la première fois dans leur histoire, leur logo sera le même. Je ne parle pas évidemment du logo des comités olympiques et paralympiques, mais bien du logo des Jeux, qui pour Paris 2024 seront le même. Je ne sais pas si vous vous le souvenez, mais on vous le mettra sur nos réseaux sociaux. C'est ce logo un peu stylisé d'une dame un peu à l'ancienne, avec une coiffure année folle. C'est un joli logo, mais c'est une façon de rapprocher les compétitions et les compétiteurs qui y prendront part et de diminuer les différences entre eux. Et pas que seulement le logo, mais aussi les médailles seront les mêmes, alors que ça, c'était pas le cas. Jusqu'ici, il y avait des médailles différentes. Absolument, tout à fait. Et voilà. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce point d'actu sur les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Mais on espère que les Jeux paralympiques auront autant de suivi et autant d'attention que les Jeux olympiques ont pu les avoir. Parce que c'est toujours très important quand on est sportif de pouvoir savoir qu'on est soutenu, et c'est important de ne pas se dire que c'est une compétition au rabais, mais c'est vraiment c'est la du même sport, compétition que les autres, avec des catégories différentes. Exactement. Voilà, on espère que ces 2 sujets d'actu vous auront intéressé et vous auront donné des informations que vous n'aviez pas. Et on va tout de suite filer sur le point Belgitude.
Tout à fait, le point belgitude du jour, parce que nous, on est rentré en Belgique depuis quelques semaines maintenant, et alors j'ai appris que désormais, le jardin de mon voisin, c'est un peu, ou sa terrasse, c'est un peu mon jardin. Eh oui. Eh oui, une loi promulguée pendant l'été sur la propriété privée change un peu en effet ce côté privé du fameux terrasse ou de cette terrasse ou de ce jardin. Si vous habitez en Belgique, en effet, à partir du 1er septembre, il sera possible de pénétrer dans la propriété du voisin ou de la voisine brièvement. Brièvement quand même, hein. Voilà, pour récupérer une balle, une flèche, un volant ou un lapin, un chat, un cochon, bref, quelque chose qui s'y serait égaré. C'est évidemment le mot brièvement qui est le plus important ici. On n'y pénètre que si on n'a pas d'autre choix, pas pour organiser une rave party, et puis on en sort le plus vite possible, parce qu'après tout, il faut quand même garder un minimum de bonnes relations avec son voisin, donc bouge de là une fois que tu as fini. Tu veux dire que je peux pas aller me baigner dans la piscine quand j'ai envie, quoi? Non, c'est ça. Enfin, tu peux essayer. Ok, merci Guillaume pour ce point rapide belgitude. Et on passe à la deuxième rubrique de ce podcast. Vous le savez, ou vous le découvrez, c'est la rubrique Vie de couple. Alors pour cette rubrique Vie de couple, on va commencer par nos vacances, parce que c'est le premier épisode après les vacances. Et donc, on fait un bref récap, Guillaume ? Alors très vite, un petit récap. On a passé 10 jours en Italie. On a fait un petit voyage en train. On a vu 4 très belles villes. Milan, pour une première pour tous les deux. Florence, qui n'était pas une première pour moi, mais une première pour Max. Bologne, qui est l'endroit où j'avais vécu pendant 6 mois, il y a fort longtemps en arrière. Souvenir, mais c'était une première pour Max. Et on a fini par Venise, qui est une ville auquel on revenait tous les deux. Voilà, on a pu profiter, déconnecter, avant de se diriger vers la France, où là, nous avons fait un petit périple en voiture, comme d'habitude. Pour visiter la famille. Pour visiter et la les famille amis. et les amis. On a fait un peu un récap du JT de TF1, les petites routes de France, des kilomètres et des kilomètres de petites routes. Mais on a pu voir nos familles respectives, et ça, c'était chouette. De l'Aveyron jusqu'à l'Isère, en passant par le Var et le fin fond du Rhône et du Pilat. Voilà, exactement. Et puis, on a pu manger, bouger, donc profiter des bonnes petites choses qui vont avec ces régions-là. Ramener aussi, on en a ramené pas mal. On ramenait quelques-unes. La voiture était pleine, même si on a connu pire. Oh, non, il y avait de la place, on était large, on aurait pu faire un gros drive en revenant, tiens. Ah tiens, on a eu une petite histoire avec un drive en revenant, on va peut-être pas revenir là-dessus. Voilà, on espère que du coup vous avez aussi pu profiter des vacances. Alors c'est vrai que nous on a eu de la chance parce que en fait au mois de juillet il faisait pas très beau, comme vous le savez, pour ceux qui étaient en France, et nous on était en Italie à ce moment-là, ou dans le sud de la France. Là le seul endroit où il faisait beau en fait. Donc et alors pour ceux qui avaient peut-être suivi nos projets de vacances, vous vous souviendrez peut-être que on avait prévu d'aller aux États-Unis cet été, et puis malheureusement c'est vrai, ça, on n'a pas pu aller aux États-Unis parce que les frontières n'ont pas été rouvertes si vous veniez d'Europe. Ah oui, alors si vous étiez, je sais pas moi, en Égypte ou au Mexique, là vous pouviez rentrer aux États-Unis, mais en venant d'Europe et même en étant vacciné, vous n'aviez pas le droit de rentrer. Donc, c'est d'ailleurs toujours le cas. Vous ne pouvez pas aller aux États-Unis. Pas de regret du coup. Donc pas de regret. Pas de regret, mais on était content d'avoir préparé le petit plan backup. C'est ça. Je remercie Guillaume d'être toujours un préparateur de vacances hors pair. En plus, comme l'Italie, il connaît bien. Ça, c'était plutôt chouette. Et alors, quand même, petite nouveauté, c'est qu'on l'a fait en train. Et ça, c'était un peu une nouveauté. Mais c'était assez sympa de pouvoir partir de Genève et te faire ce petit périple en train. Ça limite un peu les options, parce que du coup, on va pas forcément dans d'autres villes, mais ça fait qu'on met de côté des idées pour de prochains voyages, à Sienne, à Assise, en Toscane, dans le centre de la Toscane, ou des endroits où... Voilà. Et il faut dire aussi que ça simplifie les choses en partie parce que les centres-villes des villes italiennes, elles sont souvent un petit peu compliquées. Souvent, il y a un péage pour pouvoir rentrer dans la ville. Et donc, il faut se garer à l'extérieur. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc, on avait pas ça. Bon, le côté un peu plus négatif, c'est que du coup, on se trimballait avec un gros sac à dos. Mais donc, ça limite aussi ce que tu peux rapporter. On se balader avec le sac à dos aussi. Oui, mais ça limite ce que tu peux rapporter. On n'a pas rapporté de bouteilles de vin ou de truffes de Bologne. Oui, bon, en même temps, voilà. Est-ce que ça nous a manqué vraiment? Voilà. Donc, vous voyez les épicuriens, mais quand même, c'est pas grave. On a profité sur place. On a fait plein de petits restos sympas. On a bien profité, ça c'est vrai. On espère que vous aussi, vous avez pu profiter de vos vacances et que vous avez pu vous reposer, que vous avez pu prendre un peu le soleil.
C'est vrai que, je sais pas, je lisais dans la presse que les gens revenaient un peu fatigués de leurs vacances. Bah, c'est vrai qu'après une année et demie un petit peu compliquée, voilà, c'était peut-être plus difficile de se reposer complètement, je sais pas. Ouais, et puis non, et c'est des vacances qui ressemblaient beaucoup aux vacances d'avant, en fait. Mis à part le masque ou les prises de température, c'est vrai qu'on est reparti sur des rythmes, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais sur un rythme qui était celui qu'on a eu avant le Covid. Et où du coup, on a enchaîné, nous en tout cas, les kilomètres, et où on a peut-être eu parfois un peu de mal à se reposer à cause de ça. Moi, c'est la première fois que ça m'a fait ça, de me dire, peut-être que l'année prochaine, on essaiera d'être un peu moins prolixe. Faut choisir ses routes aussi, peut-être. Bah, quand t'as le choix, oui. En partie, ouais. Bref. Allez, et donc, après les vacances, ben, c'est la rentrée. Alors pour nous, ben, ça fait déjà 2 semaines qu'on est rentré. Bientôt, on va entamer la 3e semaine. Alors, ce qui est plutôt bien de rentrer mi-août, c'est qu'en général, on reprend les choses plutôt doucement. Même s'il y avait quand même du boulot de nos deux côtés. Alors, d'un point de vue, on va dire sanitaire, la situation a évolué relativement dans le bon sens, puisque le taux de vaccination a bien augmenté, même si à Bruxelles, par rapport aux 2 autres régions belges, le taux de vaccination est plus faible. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu une petite relaxe pour la Flandre et la Wallonie, qui n'est pas encore effective à Bruxelles. Et on espère que ceux qui ne sont pas vaccinés iront se faire vacciner pour pouvoir relaxer les choses. Alors ça veut dire que dans nos boulots respectifs, on continue à faire une partie du télétravail parce que en l'état, on ne peut pas revenir complètement au boulot comme avant. Tout à fait. Est-ce qu'on a un autre sujet, rentrée, autre chose à dire ? Bah oui, du coup, la rentrée chez nous, c'est aussi synonyme de profiter, comme l'année dernière, on l'avait fait, des fruits et légumes de saison, n'est-ce pas? Nous qui sommes un peu épicuriens, on vous en a parlé. Et puis comme on a bien profité cet été pendant nos vacances, on essaye de reprendre un régime alimentaire un peu plus sain. On boit un petit peu moins, on mange un peu plus équilibré. On s'est remis au sport. On n'arrête pas là, c'est fou, c'est ouf. Maintenant que les salles de sport ont rouvert, comme tu le disais. Et puis voilà. On a trouvé, du coup, quand même, il faut faire une petite parenthèse sur ce que tu disais tout à l'heure. On a quand même réussi à trouver des Mirabelles, après avoir désespéré pendant plusieurs jours, voire semaines, de savoir si on arriverait à trouver des Mirabelles. Tous les ans, le point Mirabelle, vous y aurez droit. On se retrouve en août l'année prochaine pour la saison 1 de l'épisode 4. La saison 4 de l'épisode 1. Ouais, c'est ça. Mon Dieu. Oh, ça va. On a pu faire des tartes aux Mirabelles. Guillaume a fait aujourd'hui de la confiture à la Mirabelle. Il nous a fait un petit crumble fraise Mirabelle qui était absolument délicieux. On vous incite à tester si vous le pouvez. Ouais. Là, on a une petite compote ananas Mirabelle pêche qui est sur le feu. Là, on va aller voir ce que ça va donner. On vous dira ce que ça donnera. Pas mal. Et alors, je crois que je vais tester la glace à la Mirabelle. Eh ben voilà. Après avoir fait de la glace à la pêche, j'ai fait de la glace à la pêche ce matin. On va faire de la glace à la Mirabelle. Enfin, vous voyez, il y a les bonnes petites choses. Avec tout ce qu'on a rapporté. Bien rentrer mi-août, comme tu le disais aussi. Mais non, mais c'est plus calme et c'est des moments où on a le temps de faire ça, ce qu'on n'a pas le temps de faire quand on est dans l'année. Et comme cette année, a priori, on va repartir comme en 40 et sur un rythme qui ressemble beaucoup plus à 2019 qu'à 2020. Eh ben, on va être content d'avoir profité de 2-3 week-ends en juillet, enfin en août, pour faire des choses ici. Voilà. Ben oui, parce que les prochaines semaines et prochains mois s'annoncent plutôt chargés pour nous deux. Voilà. Et c'est vrai qu'on regardait l'autre jour quand est-ce qu'on avait un week-end de libre. Ben en fait, ça se charge pas mal. Mais enfin, on est quand même content. Les choses avancent et on va pouvoir commencer à revoir du monde. Et ça, c'est plutôt chouette. Tout à fait. Allez, on termine ce podcast par la rubrique découverte. On prend l'air aujourd'hui, Guillaume ? Absolument, on prend l'air depuis la semaine dernière en fait, puisque nous avons repris nos bonnes vieilles habitudes, et surtout que la météo en Belgique, qui n'a pas été particulièrement clémente ces dernières semaines, nous a permis de le faire. On a repris la rollerbike parade. C'est une sorte de mini de course, mais c'est pas vraiment une course. C'est quoi? Ils appellent ça une parade où il y a à l'avant des gens en roller, à l'arrière des gens en vélo, le tout encadré par la police, et où en gros on a pendant une soirée, pendant 3 heures, une petite boucle de 5 km, puis une grande boucle de 15 à 20 km en plus.
Ah non, c'est plutôt 20-25 km. Rappelle-toi, la première soirée, on a fait 30 km. Oui. Donc effectivement, la première boucle, ça permet notamment aux gens avec enfants ou ceux qui débutent par exemple le roller, comme ça a été mon de cas. récupérer, d'aller chercher leur vélo. De faire pour une la petite deuxième boucle. Et puis après, c'est parti. Et là, on va un petit peu plus loin. Mais en tout cas, c'est très sympa. On rentre un petit peu tard. Alors, faut prendre un petit peu d'eau et quelques biscuits avec soi ou alors avoir déjà dîné. Mais en tout cas, vraiment très sympa. Et on fait des expériences assez sympathiques. Par exemple, vendredi soir, on a eu la chance de pouvoir traverser le tunnel Léopold II. C'est un monstrueux tunnel routier à Bruxelles qui fait partie des axes structurants de la ville, donc qui est une sortie et à la fois une entrée en centre-ville. Il est assez long, il fait 3 km, je crois, ou 4 km. Et il est fermé le soir pour cause de travaux à partir de 22h. Et là, ils ont retardé un peu les travaux pour que nous puissions passer dans le tunnel à un moment donné avec nos vélos, sans aucune voiture autour. Et ça, c'était assez chouette, faut reconnaître, de une fois de temps en temps prendre un peu empiéter un peu sur le terrain des automobilistes, qu'on aime beaucoup par ailleurs. Mais voilà. Et alors, en fait, cette Roller Bike Parade, donc là, elle est sponsorisée par l'assureur AG et en fait, elle est organisée tous les ans autour de l'été, donc à partir de mi-juin jusqu'à la fin de l'été, début septembre. Elle est aussi organisée dans d'autres villes de Belgique, donc si vous habitez dans d'autres grandes villes de Belgique, vous pouvez aussi faire cette Roller Bike Parade. Alors, c'est pas le vendredi du coup, mais c'est un autre jour. Et en France, vous trouvez aussi de telles initiatives. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment super sympa de découvrir les villes d'une autre manière et puis surtout d'une manière sécurisée. On est au milieu de la chaussée, on en profite bien et voilà. Et à Bruxelles, il y a aussi le dernier vendredi du mois à 18h, donc c'est pas le même horaire. C'est une critical mass non plus. C'est là un rassemblement où il peut y avoir plus de 3000 cyclistes. On est plus dans du militant là. C'est plus du militant que du familial. Exactement. Donc c'est quelque chose qu'on testera aussi. Vous pouvez retrouver quelques petites photos sur notre compte Twitter, Tranche de Coupe, je l'ai dit tout à l'heure, de vendredi soir et de la semaine dernière. Voilà. Et voilà, je crois qu'on vous a un peu tout dit pour aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses, Max ? Oui, je crois que c'est déjà pas mal. Et puis on arrive dans notre timing. On essaie de rester le plus proche des 30 minutes possible suite à la consultation qu'on avait fait les dernières. Tout à fait. Et effectivement, c'est déjà la fin de cet épisode. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous, n'hésitez pas à le partager et puis on le rappelle à mettre une note sur la plateforme de podcast que vous utilisez ou un commentaire. Et aussi, vous pouvez liker sur YouTube puisque l'épisode est aussi diffusé en audio sur YouTube. Tout à fait. On vous rappelle que nous sommes diffusés, puisqu'on parle de diffusion tous les 15 jours, le lundi matin ou le dimanche soir pour ceux qui ne dorment pas tout de suite. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches Vitaminées.